Bonjour tout le monde. D'abord, je suis content d'être de retour en Calédonie. J'ai été ici il y a quelques années, j'ai fait ma licence en droit, ici à l'université. Je suis content d'être de retour. Et je voulais aussi remercier M. Gaël Lacadec, le président de l'université, et mon ami maintenant Mathias Chauchat, qui m'invite pour cette conférence. Donc, je suis vraiment content d'être ici. D'abord, je vais présenter mes excuses parce que je vais probablement offenser un certain nombre d'entre vous. Mathias, mon ami, me demande de ne pas m'auto-censurer. Donc, je veux parler quand je parle de la transition constitutionnelle et institutionnelle à la fois, je mélange un peu, je mets les deux ensemble dans ma présentation. Donc, le plan de ma présentation, je vais tout simplement parler tout d'abord des questions problématiques. Je vais tout simplement parler des questions problématiques ayant amené ou ayant suscité la revendication de l'indépendance. Et puis, je vais aussi parler des marches, la marche ou bien les principaux événements vers l'indépendance. Je vais ensuite parler des opposants à l'indépendance. Et quatrièmement, je vais parler de cadre juridique ou constitutionnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans cette partie, je vais parler de comment, dans la Constitution, on a essayé de concilier un peu les différents, de prendre en compte les besoins communs ou les besoins des différents groupes, tout simplement. Et puis, finalement, je vais parler de quelques points forts à retenir pour ce qui est de la Calédonie, finalement, avec tout ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, les problématiques avant l'indépendance, tout d'abord, pendant la colonisation, le peuple autochtone avait fait un constat qui était un constat d'inégalité dans plusieurs domaines entre les autochtones des Nouvelles-Hébrides et les colons européens qui étaient les Britanniques et les Français. Donc, le premier problème qui s'est posé, c'était des problèmes liés aux questions foncières. Et puis, il y avait un autre problème aussi qui était un peu moins, disons, puisque le problème principal, c'était la question foncière. Il y avait une autre situation, c'était la situation de non-droit ou bien de manque de statut, tout simplement, des peuples autochtones pendant la période de colonisation. Puis le troisième problème, c'est le manque de reconnaissance ou bien le manque d'importance accordée à la coutume autochtone qui était pour les Nivanuatu ou pour les peuples autochtones un élément très important. Donc, avant le condominium qui commençait en 1906, par une convention de 1906, ensuite, qui a été remplacée par le protocole, j'en parlerai un peu plus tard, de 1994. Avant le condominium, il y avait des Européens qui commençaient à arriver sur le territoire de Nouvelles-Hébrides et qui commençaient à acquérir des terres sur le territoire. C'était essentiellement des missionnaires, des commerçants et aussi des planteurs. C'était des colons français et britanniques. Après la mise en place du condominium, à partir de 1906, il y avait de plus en plus d'Européens, britanniques et français qui commençaient à arriver massivement sur le territoire. Et
qui commençaient à prendre des terres, à acquérir des terres sur le territoire. En fait, le problème qui se posait avec ça, c'est que les terres sont souvent acquises, mal acquises tout simplement. Les prix d'achat sont vraiment plus bas que la valeur des terrains. Et puis, parfois, il n'y avait aucun document juridique attestant la vente ou l'achat, etc. Et donc, c'était quasiment des vols des terrains par les colons. Il y avait un exemple parfois... par exemple, les terrains d'Ifira, le village de Faté, d'un village à Faté, il y avait ces terrains-là qui étaient enregistrés par le tribunal mixte à l'époque et qui étaient en réalité pas vendus, après qui étaient subdivisés et revendus par la suite pour faire du profit. En tout cas, c'était quelques exemples des terrains qui ont été mal acquis. Donc, il y avait ces différents par rapport aux questions foncières qui se posaient, non seulement entre les autochtones et les colons français, mais aussi entre les Européens eux-mêmes, les Anglais, parfois les Français. Il y avait aussi des différends entre eux par rapport aux terrains, aux terres. Donc, il n'y avait pas de... Dans les deux textes constitutionnels à l'époque, qui étaient la Convention de 1916 ensuite, le protocole de 1914, ça ne parlait pas, ils n'ont pas essayé dans ces textes de régler ce problème foncier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... ils étaient tout simplement incapables ou bien ils ne voulaient tout simplement pas régler ce problème. Et au final, la position officielle des deux gouvernements à l'époque, c'était que sur la question des terres appropriées, la validité des titres ne pouvait être remise en question. Donc, une fois que tu as un titre enregistré à ton nom, ben, ça t'appartient, quoi. Donc, par la suite, dans les années 60, à partir du milieu des années 60, les terres deviennent tout simplement la question politique la plus importante en Nouvelle-Hébride. Et donc, le catalyseur du mouvement nationaliste qui va, par la suite, amener à l'indépendance. Et donc, il y avait, à partir des années 60, il commençait à y avoir des oppositions... des oppositions menées par la population locale. À Santo, par exemple, dans le village de Vanafo, à Malikolo, mais aussi à Port-Vilain. Donc le peuple local commençait à s'y opposer. Ça, c'était un premier problème qui s'est posé. Le deuxième problème, c'était, comme je mentionnais, la situation de non-droit. En réalité, les deux textes constitutionnels, à l'époque, ils reconnaissent tout simplement pas les autochtones comme des sujets de droit. Donc, à l'époque, il fallait choisir, c'est-à-dire opter. Si tu es autochtone ou tu es quelqu'un qui vient d'un autre pays, autre que la France ou la Grande-Bretagne, il fallait opter pour le système britannique ou le système français pour pouvoir être régi par le système ou être régi par les lois de ces pays-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que comme la plupart des Nivan ou des autochtones à l'époque, ils n'optaient pas, ils ne choisissaient pas pour les systèmes de ces deux pays, ils s'est trouvé dans une situation de non-droit, tout simplement. Et puis, il y avait aussi à l'époque les réglementations mixtes adoptées par les deux administrations. Dans le protocole de 1914 qui parlait de ces réglementations mixtes,
on ignore si les condominiums avaient vraiment l'intention d'édicter des lois régissant les comportements des autochtones. Donc, au final, les autochtones sont régis par leurs propres coutumes. C'était tout simple. Et les Français, les Anglais et les Optans étaient régis par les systèmes ou les droits de ces pays-là. Donc, en cas de litige, par exemple, entre un Ivan ou un autochtone à l'époque et un Européen, ben la loi nationale de l'Européen va s'appliquer. Le troisième problème, c'était le manque d'importance ou la non-reconnaissance de la coutume. C'est que pendant la colonisation, ben, les deux administrations ne reconnaissaient pas ou ne voulaient pas reconnaître les coutumes. Et même ils ont essayé de les reconnaître ou de les inclure dans, par exemple, un certain nombre de codes, etc., le droit coutumier ou la coutume ne s'appliquait pas en réalité. C'était essentiellement les lois européennes. OK, ça, c'était les problèmes qui vont amener à la revendication de l'indépendance. Donc, tout a commencé en 1971, où, face à ces inégalités-là, ben, il y avait une association qui s'est créée, ça s'appelle l'Association culturelle des Nouvelles Hébrides, qui a été créée par les anglophones. 3 personnes qui étaient des anglophones, dont Walter Lini, qui devenait le premier ministre du Vanuatu en 1980. Donc, cette association, c'était pour revendiquer les droits des autochtones, en particulier les droits fonciers. Cette association deviendra en 1971 le premier parti national, le premier parti du Vanuatu, le parti national des Nouvelles Hébrides. Donc, il a repris le même combat, hein, c'est-à-dire la revendication des terres, en combinant maintenant avec l'appel au respect de la coutume. Donc, tout ça va constituer en réalité la base de la revendication de l'indépendance. Donc, ce parti-là va demander tout simplement l'indépendance aux deux administrations à l'époque. Et l'administration britannique ne s'y opposait pas vraiment. Déjà, l'administration britannique, depuis quelques années, il n'investissait plus dans les infrastructures lourdes, c'est-à-dire qu'ils ont laissé un peu... et ils voulaient même que le Vanuatu accède à l'indépendance. Ce qui était contraire à l'administration française s'y opposait parce qu'il y avait... les Français à l'époque, ils investissaient massivement. Et puis ils ont acquis pas mal d'hectares de terrain, donc c'était plus difficile pour l'administration française d'accepter l'indépendance. Et en 1973-74, il y a eu des premières manifestations au Vanuatu, aux Nouvelles Hébrides, en réaction tout simplement, en réaction à l'activisme ou à tout ce que le Parti national des Nouvelles Hébrides a essayé de faire. Donc les colons français et les leaders francophones, ils vont former différents partis politiques, notamment un parti politique qui est connu à l'époque, c'était l'Union des communautés des Nouvelles Hébrides ou encore le mouvement pour l'autonomie des Nouvelles Hébrides. Ils ont formé ces partis-là pour s'opposer, pour contrecarrer les projets des anglophones. En 1975, à cause des manifestations qui ont eu lieu, toutes les heures ou les violences qui ont été suivies, les deux gouvernements ont donné leur accord pour les premières élections en réalité, pour élire une assemblée représentative. Donc, dans ces élections-là, les premières élections en 1975, c'est le Parti national de Nouvelles Hébrides, le parti anglophone,
qui a gagné la plupart des voix, mais qui ne pouvait pas former un gouvernement parce qu'il n'avait tout simplement pas la majorité dans cette assemblée-là. Il y avait d'autres membres qui étaient élus par des groupes économiques, d'intérêt économique, etc. Donc c'était impossible pour le Parti national des Nouvelles-Hébrides de former un gouvernement. En 1977, les négociations vont continuer entre le Parti national des Nouvelles-Hébrides et les deux administrations. À ce moment-là, le Parti national des Nouvelles-Hébrides va changer de nom, il deviendra le Vanuatu Party, qui est encore là d'ailleurs aujourd'hui. Et ils vont boycotter les élections qui vont suivre, c'était en 1977, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le système de vote, les systèmes proportionnels de vote, etc. Les résultats, c'est que, comme ils ont boycotté les élections, les candidats des partis d'opposition vont être élus au pouvoir. Et le ministre, à l'époque, c'était aussi un anglophone, c'est Georges Kalsakau. Mais le Vanuatu Party ne va pas reconnaître le gouvernement qui a été formé. Et donc, ça va aboutir encore à des affrontements entre les supporters de Vanuatu Party et l'opposition, c'est-à-dire les francophones ou encore les résidents français à l'époque. Donc, les tensions entre l'opposition entre les deux partis vont forcer les gouvernements coloniaux à discuter, à dialoguer avec le VP, le Vanuatu Party, ce qui va aboutir au plan d'action Dijou, c'est le nom d'ailleurs du secrétaire d'État à l'époque, qui est Paul Dijou, et donc qui va fixer tout simplement les conditions d'accession à l'indépendance, c'est-à-dire que la France va maintenant accepter que le Vanuatu accède à l'indépendance, mais avec un certain nombre de conditions. Il fallait, par exemple, que la Constitution reconnaisse... il fallait, par exemple, que le français soit inscrit comme langue officielle dans la Constitution, etc., etc. Il y a un certain nombre de conditions posées par l'État français à ce moment-là. En 1978, il y a maintenant la création d'un gouvernement d'unité nationale. Ça, c'est très important parce que le gouvernement d'unité nationale, dans ce gouvernement d'unité nationale, ils ont essayé de considérer un peu ou de mettre dans ce gouvernement les représentants des différents partis. Comme son nom l'indique, c'est vraiment pour unifier le pays et essayer d'avancer. En 1979, le gouvernement de l'unité nationale, qui est maintenant, comme je l'ai dit, formé des représentants des différents partis, il va tout simplement nommer, le gouvernement de l'unité nationale, il va nommer un comité qui s'appelle un comité constitutionnel, et ce comité constitutionnel va être amené à rédiger la Constitution. Dans le même temps, l'État français a aussi nommé un expert en droit constitutionnel qui est Charles Zorgbit, qui venait de la France à ce moment-là. Et l'État anglais a nommé Yashkai comme son représentant, et qui vont faire partie du comité constitutionnel, mais leur rôle, c'était d'aider à écrire la Constitution, pas vraiment influencer qui que ce soit. Donc c'est vraiment le comité constitutionnel qui est représenté par différents partis francophones, anglophones, etc., les églises, les chefs. On a vraiment essayé d'unir tout le monde pour constituer ce comité constitutionnel. Donc une fois la rédaction
fini, ben, le comité constitutionnel a essayé d'amener, de voyager dans toutes les îles pour expliquer la Constitution au peuple et d'avoir des commentaires, etc., pour voir s'il y avait possibilité d'ajouter quoi que ce soit. En réalité, le peuple a bien... la majeure partie de la population était d'accord pour accéder à l'indépendance. 1979, le projet constitutionnel a été approuvé. En octobre 1979, il y a les échanges de notes entre les deux gouvernements coloniaux pour approuver justement le projet constitutionnel. Quelques mois plus tard, il y a eu des élections générales et encore une fois, le VP, Wanako Party, a gagné les élections avec une majorité de 2/3. Et tout de suite après, il a demandé l'indépendance. Donc là, je ne vais pas avoir le temps de peut-être parler de la rébellion. Dans tous les cas, il y a eu pour le dire tout simplement, il y a eu des opposants à l'indépendance. Ça s'est concrétisé par la rébellion à Santo, qui était menée par Jimmy Stevens. Il est leader du mouvement Nagri Amel, qui avait les revendications, c'était la restitution des terres, le retour à la vie traditionnelle, mais en réalité, c'était aussi pour séparer Santo avec l'appui, le soutien des Américains et ensuite de la France par la suite. C'était de séparer Santo du Vanuatu. Les enquêtes ont aussi montré que l'État français appuyait ces rébellions-là tout simplement parce qu'il savait qu'il y avait, je l'ai marqué quelque part ici, il y avait une association entre ces rebelles de Santo avec une partie, une petite communauté d'extrême droite de la Nouvelle-Calédonie pour essayer justement de séparer Santo et les mettre ensemble avec, comme former un État tampon avec les îles Loyauté, etc., entre le Vanuatu et le Nouméa, parce que Nouméa est composé essentiellement des métropolitains, et donc ils voulaient séparer Santo et mettre ensemble avec les îles Loyauté. Donc ce projet-là a échoué parce qu'en 1980, après la déclaration de l'indépendance, Walter Ligny a fait venir l'armée Papouasie-Nouvelle-Guinée, et il y a eu plusieurs arrestations. Jimmy Stevens a été arrêté et emprisonné. Plusieurs personnes ont été arrêtées et jugées, et un certain nombre des résidents français aussi ont été arrêtés et déportés en Nouvelle-Calédonie. Bon, je ne vais pas parler de cadre constitutionnel, mais ce qu'il y a dans la Constitution, c'est qu'on a été concilié, on a essayé de faire un compromis et concilier un peu les différents intérêts. Par exemple, la langue française, elle est reconnue dans la Constitution comme une langue officielle, et l'anglais aussi. Le droit coutume, la coutume, elle est reconnue comme une source de droit dans la Constitution. Et puis, on a ici aussi, au niveau des terres, on a essayé de mettre en place un système parallèle. Vous savez, la tenue foncière au Vanuatu, ça prend une propriété collective, c'est-à-dire toutes les terres appartiennent aux propriétés indigènes, etc. Mais on a aussi essayé de mettre en place un système parallèle qui va accommoder justement les colons, c'est-à-dire un système de bail à 75 ans. Donc ça marche encore aujourd'hui. C'est la conclusion. Je finis. Puis pour la double nationalité qui a été recommandée par la France, le comité constitutionnel ne l'a pas retenue, mais en 2014, la Constitution a été modifiée, et donc maintenant on peut avoir la double nationalité.
La conclusion, tout simplement, quelques points pour retenir, c'est que au niveau multiculturalisme, il me semble, c'est quand même pas mal comme exemple. Je veux dire, on a essayé, dans le processus vers l'autonomisation ou l'autonomie, on a essayé tout simplement de s'unir, de faire des compromis, de négocier pour essayer, d'arriver à un consensus qui prend en compte les intérêts primordiaux des uns et des autres. Donc l'important, c'est plutôt la cohésion sociale, le traitement égalitaire et le respect mutuel des uns et des autres. Et je pense que ça pourrait aussi fonctionner en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup.